Dans l'ombre du pouvoir de Saddam Hussein, une terreur plus intime et plus imprévisible grandissait. Elle portait le nom de son fils aîné, Uday. Son règne n'était pas celui de la politique, mais celui des pulsions, de la cruauté et de l'obsession. Derrière les portes closes des palais, sa violence se déchaînait sans aucune limite, visant particulièrement les femmes. Ses désirs devenaient des condamnations pour celles qui avaient le malheur de croiser son regard. Mais cette impunité absolue touchait à sa fin. En 2003, alors que Bagdad tombait sous les bombes, le temps des comptes était enfin arrivé pour lui aussi. Dans le Bagdad des années 1960, naître premier fils de Saddam Hussein signifiait grandir dans un monde de silence et d'excès. C'est dans cette atmosphère que Uday voit le jour, le 18 juin 1964. Élevé avec la certitude que la peur faisait taire les hommes et que le privilège lui donnait tout, il est inscrit au Baghdad College, l'une des écoles les plus prestigieuses du pays, réservée à l'élite. Les témoignages de ses anciens camarades décrivent un adolescent arrogant, colérique, violent. Le personnel de l'école apprenait vite à baisser les yeux. Une remarque anodine pouvait déclencher une bagarre, et il prenait plaisir à humilier les autres élèves en public. Vers l'âge de 13 ans, son obsession pour les armes et le contrôle devient évidente. Il s'entraîne au tir avec des pistolets, abat des animaux pour le sport et exige une obéissance totale de son entourage. À cette époque, son père, Saddam, est nommé vice-président. Son pouvoir s'étend sur tout l'Irak et Uday absorbe ce sentiment d'impunité. Il se voit déjà comme intouchable. Quand Saddam prend officiellement le pouvoir en 1979, Uday a 15 ans, mais il se comporte déjà comme un homme d'influence. Il assiste aux réunions politiques, observe les opérations de la police secrète et dîne avec les dignitaires étrangers. L'ordre était clair, il fallait le traiter comme un futur dirigeant, pas comme un enfant. Au début des années 80, l'Irak est plongé dans une guerre sanglante contre l'Iran. Une génération de jeunes hommes est enrôlée de force et envoyée mourir sur le front. Pendant ce temps, à Bagdad, Uday Hussein vit à l'abri de tout danger. À 16 ans à peine, il navigue dans les cercles les plus fermés de la capitale, complexes militaires, clubs privés et soirées exclusives. L'alcool importé d'Europe y coule à flot, des artistes sont sélectionnés pour divertir l'élite et la sécurité est omniprésente. Uday n'est pas qu'un invité, il forge sa propre image, un mélange de richesse, de cruauté et d'imprudence. Il porte des costumes sur mesure, des pistolets plaqués or et se déplace toujours avec une large escorte. Son comportement devient rapidement plus agressif. Ses soirées ne sont plus seulement un divertissement, elles deviennent son terrain de chasse. Vers 1982, ses intérêts personnels se transforment en véritables opérations. Avec l'aide d'agents du Mukhabarat, les services de renseignement irakiens, il commence à sélectionner de jeunes femmes qui lui plaisent. La plupart ont entre 15 et 19 ans, souvent issus de familles instruites ou bien établies. Une fois la cible identifiée, les agents se présentent au domicile familial. Le prétexte varie, une convocation pour le service national, une fausse cérémonie de remise de prix. Les jeunes filles n'avaient jamais le choix. Des agents les conduisent ensuite dans l'une des résidences personnelles d'Uday, comme son domaine lourdement gardé dans le quartier de Mansour. Là, elles sont isolées, avec l'ordre de ne jamais résister. Les menaces pèsent non seulement sur elles, mais aussi sur leurs parents, leurs frères et sœurs. Parfois, des militaires sont postés devant la maison familiale pour s'assurer que personne ne parle. À l'intérieur des villas, Uday ne cache pas son identité. Il n'en a pas besoin. Son pouvoir garantit qu'il n'y aura aucune enquête, aucune arrestation, aucune trace officielle. Son impunité était totale. D'anciens chauffeurs et gardes du corps, réfugiés plus tard en Europe, décriront des classeurs verrouillés où Uday conservait des dossiers. Des photos des jeunes filles, leurs bulletins scolaires, leurs adresses et les numéros de téléphone de leurs proches. Tout était catalogué avec une précision glaçante. Un des premiers incidents largement rapportés survient en 1984. Une jeune étudiante en deuxième année de droit à l'université de Bagdad reçoit une invitation pour ce que sa famille croit être une cérémonie académique. Le document porte un sceau officiel. Elle part ce matin-là dans une voiture du gouvernement et ne reviendra jamais. Lorsque son père tente d'obtenir des nouvelles, des agents de sécurité se présentent sur son lieu de travail et l'avertissent de cesser ses questions. Quelques semaines plus tard, il est renvoyé.
Aucune plainte n'est enregistrée, aucune enquête n'est ouverte. Et dans ce silence imposé, le règne de terreur d'Uday pouvait continuer, sans aucune limite. Dans l'ombre du pouvoir de son père, une nouvelle autorité émergeait. Une autorité plus jeune, plus imprévisible. En 1985, Uday n'était plus seulement le fils gâté de Saddam. Il détenait un pouvoir bien réel. Nommé à la tête du comité olympique irakien, il prend aussi le contrôle de la fédération de football. Des milliers d'athlètes, d'entraîneurs et d'employés à travers le pays se retrouvent soudain sous sa coupe. Mais ce qui devait promouvoir le sport national allait devenir son terrain de chasse personnel. Il commence par transformer le siège du comité olympique à Bagdad. Des systèmes de surveillance sont installés et de vastes bureaux privés, interdits à la plupart du personnel, sont aménagés. Certains de ces bureaux ne servent pas qu'à la paperasse. Ils sont équipés de vitres teintées et de portes dérobées, conçues pour faire entrer et sortir des femmes sans que personne ne le remarque. Les jeunes athlètes féminines sont les premières cibles, surtout celles des sports individuels comme la natation, la gymnastique ou le tennis. Beaucoup sont convoqués à ce qu'on leur présente comme des évaluations privées. Ces rencontres se déroulent dans le bureau personnel d'Uday ou dans des chambres d'hôtel où logent les équipes nationales. Certaines filles n'ont que 15 ans. Les entraîneurs reçoivent l'ordre de ne poser aucune question. Ceux qui oseraient exprimer une inquiétude risquent leur poste, ou bien pire. Dès 1986, plusieurs familles commencent à retirer leurs filles des programmes nationaux. Officiellement, on invoque des raisons de santé ou la pression des études, mais le vrai motif est la peur. La rumeur se propage à voix basse, surtout dans les cercles de femmes. On parle de jeunes filles qui rentrent chez elles profondément traumatisées ou qui ne rentrent pas du tout. Le comité olympique n'est pas son seul instrument. Uday étend son emprise sur les médias d'État. En 1987, des rapports diplomatiques des ambassades de France et de Jordanie notent une chose étrange. Plusieurs présentatrices de télévision ont disparu de l'antenne. La plupart ont une vingtaine d'années et sont des étoiles montantes. Alors que les registres officiels mentionnent un départ du pays, leurs familles ignorent tout de leur sort. Une présentatrice de la chaîne 9 de Bagdad est vue pour la dernière fois entrant au ministère de l'Information pour un tournage prévu. Elle n'en est jamais ressortie. Cette même année, Uday assoit son contrôle en acquérant de nouvelles propriétés. Rien qu'à Bagdad, il possède au moins 4 villas sécurisées, dans des quartiers comme Karada ou Mansour. Une autre se trouve juste à l'extérieur de Mossoul. Ces demeures sont gardées 24 heures sur 24, avec des portails renforcés, des caméras cachées et des pièces souterraines. Des initiés les décrivent comme des zones de silence. Une fois les portes fermées, aucun son ne pouvait être entendu de l'extérieur. Sans aucune barrière légale et sans aucune limite morale, il avait désormais tout ce dont il avait besoin pour faire absolument tout ce qu'il voulait. Octobre 1988. Dans les salons du pouvoir à Bagdad, la fête bat son plein. Au milieu des officiers, des diplomates et des élites du parti, l'ambiance est à la fois luxueuse et tendue. Ce soir-là, Uday Hussein va choquer jusqu'à son cercle le plus proche. Sa cible est une figure familière, Kamel Kanogidjo, le serviteur personnel et goûteur de Saddam Hussein, l'un des rares hommes à côtoyer le président chaque jour. Alimenté par l'alcool et la paranoïa, Uday l'accuse d'avoir présenté à son père sa seconde épouse, Samira Chabandar. Une relation qu'il perçoit comme une menace pour sa mère et sa propre influence. Sans un mot d'avertissement, il saisit une canne et se jette sur Kamel. Sous les yeux des invités stupéfaits, les coups pleuvent sur sa tête et son torse. Kamel s'effondre sur le sol en marbre, tandis que les gardes du corps et les officiels restent figés, pétrifiés par la peur. Le meurtre n'est pas dissimulé. La nouvelle se répand en quelques heures, atteignant même les ambassades occidentales. Pourtant, il n'y aura aucune conséquence. La fureur initiale de Saddam se traduit par un bref exil en Suisse, mais Uday est de retour peu de temps après. Le message était clair. Même le meurtre en public resterait impuni. Mais cette violence spectaculaire cachait une terreur plus silencieuse et tout aussi systématique. À cette même période, une jeune fille de 17 ans tente de porter plainte contre Uday pour agression sexuelle. Son rapport ne dépasse pas le poste de police local. Quelques heures plus tard, elle est emmenée par le renseignement militaire. Son père, un enseignant, cherche à obtenir des réponses, mais on lui ordonne de se taire.
La famille ne la reverra jamais. Peu après, des voisins rapportent que des hommes armés ont pris possession de leur maison. Le personnel de sécurité proche d'Uday décrit un mécanisme bien rodé. Les femmes qui lui résistaient faisaient face à des menaces, des passages à tabac ou des disparitions soudaines. Si l'une d'elles refusait de rester dans sa résidence, des gardes l'escortaient jusqu'à un bâtiment du ministère de l'Intérieur. Là, elle était officiellement qualifiée de non coopérative ou de déloyale au régime. Cette simple étiquette suffisait à étouffer toute question. Août 1990. Alors que les chars irakiens roulent vers le Koweït, le monde retient son souffle. Saddam Hussein vient de plonger le pays dans une crise internationale qui déclenchera la guerre du Golfe. Mais pour son fils aîné, Uday, ce chaos est une opportunité. Une opportunité pour ses propres opérations. Pendant que les bombes de la coalition s'abattent pour l'Irak, brisant ses infrastructures, l'attention du pays est tournée vers la survie. Dans l'ombre de la guerre, le réseau personnel d'Uday s'organise. Des berlines Mercedes et des Land Cruiser aux vitres teintées rôdent plus souvent près des écoles, des parcs et des universités. Leurs cibles sont des jeunes filles, parfois âgées de 14 ans à peine, encore en uniforme scolaire. Le choix est rapide, brutal et sans appel. Poser des questions, c'est s'exposer à des menaces, ou pire. Les familles, souvent originaires de quartiers modestes de Bagdad ou de villages sans influence comme Bakuba ou Samawa, sont impuissantes. Certaines victimes ne savent même pas qui est Uday. On leur annonce une rencontre avec un haut dignitaire, une cérémonie en leur honneur. La vérité éclate une fois les portes de ces résidences fortifiées refermées. Il n'y a ni cérémonie, ni issue. Au début de l'année 1991, l'horreur se structure. Des sources au palais présidentiel confirment qu'Uday a créé une petite unité secrète dont l'unique mission est d'identifier et d'enlever de jeunes femmes. Le groupe opère discrètement, sous couvert d'activités gouvernementales, utilisant les ressources de l'État pour rester invisible. Il rassemble des officiers du renseignement, des chauffeurs et même du personnel médical, prêts à effacer les traces de blessures. Chacun obéit directement à Uday. Les opérations sont rapides, cruelles. Les jeunes filles sont séquestrées quelques heures, parfois quelques jours. Certaines sont relâchées sans un mot d'explication, d'autres ne seront jamais revues. Celles qui rentrent chez elles sont brisées, physiquement et mentalement, mais murées dans la peur. Pour étouffer l'affaire, on force les familles à signer des documents attestant que leur fille a fugué pour des raisons personnelles. Refuser, c'est risquer de tout perdre. Dans l'ombre du pouvoir, un désir de lumière grandissait. Mais ce n'était pas pour éclairer, c'était pour contrôler la scène. En 1993, Uday ne se contentait plus de tirer les ficelles en coulisses, il voulait façonner la manière dont l'Irak tout entier le percevait. Il lance alors son propre empire médiatique avec le journal Babil et une chaîne de télévision satellite du même nom. À l'écran, une programmation jeune et moderne défile. Interviews de célébrités, clips musicaux et divertissements. Mais derrière cette façade, une autre mécanique est à l'œuvre. La chaîne devient un terrain de chasse. Les producteurs d'Uday repèrent les jeunes talents à l'antenne. Chanteuses, danseuses, présentatrices. Le téléphone sonne. Une audition est gagnée. Un contrat est promis. Si certaines acceptent volontairement, beaucoup réalisent vite que l'invitation est un piège. Elles sont convoquées pour des réunions privées, dans les bureaux de la chaîne ou directement dans ses résidences. Un refus n'était jamais une option. L'une des histoires les plus sombres de cette période se déroule en 1994. Une chanteuse populaire de la région de Bassora est invitée pour un concert privé dans l'un des palais d'Uday, un prétendu événement d'État. Mais une fois à l'intérieur, elle est séparée de ses musiciens. Selon les rapports, elle aurait refusé ses exigences. Quelques semaines plus tard, sa mort est annoncée. La version officielle parle d'un suicide. Son corps est enterré sur ordre du gouvernement, loin des yeux de sa famille. Pendant que ces médias lui offrent une vitrine respectable, Uday étend son emprise sur la scène du divertissement. Il organise des fêtes régulières au palais Al-Radouaniya, une résidence ultra sécurisée près de l'aéroport de Bagdad. Sur le papier, ce sont des célébrations ou des soirées culturelles. En réalité, ce sont des démonstrations de pouvoir, d'excès et de contrôle absolu. La liste des invités est un mélange de puissance et de prédation. Des commandants militaires et des hauts fonctionnaires du parti Baas
y côtoient des hommes d'affaires étrangers venus négocier des contrats pétroliers. Et au milieu d'eux, de très jeunes filles. Les témoins qui ont réussi à fuir l'Irak décrivent une atmosphère hostile, hermétiquement close. Des gardes armés surveillant les sorties, les téléphones sont confisqués à l'entrée. L'alcool et les drogues circulent librement. Et si une femme tente de partir, elle est physiquement ramenée à l'intérieur. À la fin des années 90, le comportement d'Uday bascule dans une phase plus sombre, plus inquiétante encore. Ses proies ne sont plus les personnalités du monde du spectacle ou les cercles de l'élite. Son regard se tourne désormais vers les plus vulnérables. Les jeunes filles dans les écoles et les femmes assistant à des événements familiaux privés. Dans Bagdad et ses environs, les lycées publics reçoivent des ordres discrets du ministère de l'Éducation. Le personnel est invité à identifier les élèves qui ne sont pas seulement brillantes, mais aussi présentables et bien éduquées. Ces termes sont un code, compris de tous comme un processus de sélection pour Uday. La plupart des enseignants sont trop terrifiés pour remettre en question ces demandes. Certains tentent de rayer des noms des listes ou d'avertir les familles en secret, mais le prix de cette résistance est élevé. Ceux qui sont découverts sont mutés, détenus ou menacés par la sécurité intérieure. Une fois les noms collectés, des fonctionnaires du gouvernement se présentent au domicile des jeunes filles, se faisant passer pour des représentants du ministère. Ils annoncent que l'élève a été choisi pour recevoir un prix, une bourse d'études ou pour participer à un programme spécial de la jeunesse géré par le bureau présidentiel. Les familles sont flattées. Dans un pays où la réussite dépend souvent des relations, beaucoup acceptent avec fierté. Les jeunes filles partent dans des véhicules d'État habillées pour un événement officiel, sans se douter qu'on les conduit vers l'un des complexes privés d'Uday. Quelques jours plus tard, certaines familles reçoivent un appel téléphonique leur expliquant que leur fille est en cours d'évaluation ou qu'elle sert la nation. D'autres n'entendent plus rien. Un silence total. Lorsque les parents tentent de contacter les ministères ou la police, ils sont ignorés ou reçoivent l'ordre de se taire. Parfois, un frère ou un oncle qui insiste un peu trop est arrêté. Celles qui finissent par rentrer sont visiblement traumatisées, déposées en pleine nuit devant chez elles sans la moindre explication. Pour elles, le cauchemar ne fait que commencer. Mais les écoles ne sont pas les seules cibles. Dès 1998, les mariages à Bagdad, Tikrit et Kerbala deviennent des événements à haut risque. Uday peut y débarquer sans y être invité. Flanqué de dizaines de gardes du corps armé, son convoi de voitures de luxe fendant la foule. L'atmosphère se fige instantanément. La musique s'arrête, les conversations se taisent. Il entre, balaie l'assemblée du regard et, si une invitée, une demoiselle d'honneur ou même la mariée attire son attention, on lui ordonne de partir avec lui. Fin 1998, lors d'un mariage à Kerbala, une jeune femme de 19 ans est emmenée quelques heures après le début de la cérémonie. Les invités reçoivent l'ordre de rester assis pendant qu'on l'escorte vers la sortie. Son corps est retrouvé plusieurs jours plus tard en périphérie de la ville. Il porte des marques évidentes de sévices et de torture. Son père, un fonctionnaire, exige une enquête. Il est arrêté le lendemain et son nom disparaît de tous les registres publics. Ces actes deviennent si courants que les familles commencent à réduire la taille des mariages, les rendant privés ou limitant les invités pour ne pas attirer l'attention. Les écoles cessent discrètement toute forme de reconnaissance publique pour leurs élèves. La peur s'étend au-delà de Bagdad, atteignant des villes comme Nadjaf, Falloujah et Diwania. Pendant ce temps, des transfuges ayant fui l'Irak révèlent aux Nations Unies l'existence d'une liste mensuelle des disparus. Gérée par une petite équipe du bureau personnel d'Uday, elle enregistre le nom, l'origine, l'âge et le statut de retour de chaque femme enlevée. La plupart des noms ne sont jamais rayés. La liste était conservée sur des serveurs sécurisés, avec des copies de sauvegarde stockées dans des résidences protégées par les unités d'élite de la garde républicaine. Au tournant du millénaire, alors que la poigne de Saddam Hussein sur l'Irak commence à se relâcher, son fils aîné s'enfonce un peu plus dans la brutalité. Uday est devenu plus dangereux, plus imprévisible. Le dictateur vieillissant, miné par des problèmes de santé, se retire peu à peu des affaires courantes. Ce vide laisse le champ libre à Uday. Pour s'assurer que ses victimes ne puissent jamais parler ni s'échapper, il ordonne la construction de centres de détention privés. Des lieux qui n'existent sur aucune carte, totalement en dehors du système judiciaire irakien.
Après la chute du régime, 2 sites principaux seront découverts. L'un est dissimulé près de l'aéroport international de Bagdad, l'autre à la périphérie de Mossoul. Ces prisons ne sont pas gérées par le ministère de la Justice, mais par la division de sécurité personnelle d'Oudaï. Les gardes sont des hommes qui ne répondent qu'à lui seul. À l'intérieur, il n'y a ni procès, ni dossier, ni archives. En 2003, lorsque les forces américaines pénètrent dans le complexe de Bagdad, elles font une découverte sinistre. Une aile entière réservée aux femmes. Les cellules sont minuscules, certaines à peine plus grandes que des placards. Les murs, épais et insonorisés, étouffent le moindre son. Un dédale de couloirs étroits mène à des salles aux portes d'acier blindées. Dans l'une d'elles, du matériel chirurgical et des tables d'examen. Des caméras de surveillance fixées au coin des plafonds et des chaises boulonnées au sol témoignent d'un contrôle absolu. De l'extérieur, rien ne distingue le bâtiment. Mais ce qui choque les enquêteurs se trouve à l'intérieur, gravé sur les murs. Dans la section des femmes, le plâtre est couvert de graffitis, des noms, des dates, de courts messages écrits dans le désespoir. On y trouve des prières ou simplement le décompte des jours passés entre ces murs. Une cellule révèle 8 noms, gravés entre 2000 et 2001. Ces femmes n'étaient pas des prisonnières officielles. Elles s'étaient simplement volatilisées. Certaines étaient détenues depuis des mois, voire des années, sans aucun contact avec leur famille. Elles étaient nourries de manière irrégulière, dans un silence quasi total. Les seules fois où elles sortèrent de leur cellule, c'était pour un interrogatoire, un traitement médical ou une visite personnelle d'Oudaï. Une survivante, qui a réussi à fuir en Turquie, racontera avoir vu une autre prisonnière tenter de s'échapper lors d'un transfert. Rattrapée en quelques heures, elle n'est jamais revenue. Plus tard, les gardes ont simplement dit aux autres qu'on s'était occupé d'elle. Après la chute du régime, des médecins de Bagdad brisent le silence. Ils racontent aux journalistes étrangers comment ils étaient parfois réveillés en pleine nuit. Des véhicules militaires leur amenaient des patientes sans aucune explication. Beaucoup présentaient des côtes fracturées, des visages tuméfiés, des hémorragies internes. Mais il leur était interdit de poser la moindre question. Toute cette cruauté avait un prix, et le temps du règlement de compte approchait. Dans les rues illuminées de Bagdad, le sentiment de toute puissance est palpable. Mais cette nuit de décembre 1996, l'univers protégé d'Oudaï Hussein est sur le point de voler en éclats. Alors que sa voiture traverse le quartier huppé de Mansour, un autre véhicule lui coupe la route. Des hommes armés surgissent. Les tirs à bout portant déchirent la carrosserie et le silence. Oudaï est touché à plusieurs reprises, au torse, aux jambes, dans le bas du dos. Transporté d'urgence à l'hôpital Ibn Sina, une équipe de chirurgiens se bat toute la nuit pour le maintenir en vie. Contre toute attente, il survit. L'enquête pointe vers un groupe tribal en conflit de longue date avec le régime, mais aucun nom ne sera jamais officiellement confirmé. La vengeance de Saddam, elle, est immédiate et brutale. Les services de renseignement raflent des dizaines de suspects. Dans les semaines qui suivent, des exécutions publiques sont organisées pour servir d'avertissement. La convalescence d'Oudaï est lente, douloureuse. Les balles ont laissé des séquelles irréversibles à sa colonne vertébrale, le privant de l'usage partiel de ses jambes. L'homme qui terrorisait Bagdad passe des mois dans un fauteuil roulant, puis s'appuie sur une canne pour chaque pas. Il ne peut plus exercer la violence lui-même. Désormais, ses gardes s'en chargent pour lui. En 2002, l'étau se resserre sur l'Irak. La communauté internationale, menée par les États-Unis, accuse Saddam Hussein de dissimuler des armes de destruction massive. Les inspecteurs de l'ONU sont de retour, les sanctions s'alourdissent et les journalistes étrangers affluent. La guerre semble chaque jour plus inévitable. Mars 2003. Le ciel de Bagdad s'embrase nuit après nuit sous les frappes aériennes. La ville plonge dans le chaos. Les bâtiments gouvernementaux sont bombardés. Le réseau électrique s'effondre. La nourriture manque. Pourtant, Oudaï ne s'est pas volatilisé. Des témoins affirment l'apercevoir, se déplaçant d'une résidence à l'autre, toujours protégé par des escortes lourdement armées. Dans une capitale en ruine, l'ombre du fils de Saddam continue de planer. Dans l'air de Bagdad, lourd de poussière et d'incertitude, la chute de la ville n'est que le début d'une autre guerre. En avril 2003, les forces américaines contrôlaient la capitale, mais une chasse à l'homme commence.
Au sommet de leur liste se trouve un nom qui inspire la terreur, Uday Hussein. Pendant plusieurs mois, Uday devient une ombre qui se déplace dans le nord de l'Irak. Il passe d'une planque à l'autre, protégé par un réseau de tribus loyales, d'anciens officiers de sécurité et d'amis de la famille. Ses mouvements sont rapides, calculés, ne restant jamais trop longtemps au même endroit. On le signale à Kirkouk, puis à Tikrit et enfin à Mossoul. Mais chaque jour qui passe resserre l'étau. En juillet, un renseignement crucial change la donne. Il mène les forces américaines à une villa précise, dans le quartier d'Al-Falah, à Mossoul. Le 22 juillet 2003, l'unité d'élite Task Force 20 encercle le bâtiment. À l'intérieur se trouve Uday, son frère Koussaï, le fils adolescent de ce dernier, Mustapha et quelques gardes du corps. L'appel à la reddition est lancé dans le calme tendu du matin. La réponse est une rafale de tirs. Un combat de 4 heures s'engage alors, violent et sans répit. Les murs tremblent sous l'impact des armes lourdes, des roquettes et des grenades. À la fin, il n'y a plus que le silence. Les 3 hommes sont morts. Le corps d'Uday est à peine reconnaissable, mais les médecins légistes confirment son identité grâce à ses archives dentaires et d'anciennes radiographies. Peu après, les photos des dépouilles sont diffusées au monde entier. C'est une preuve visuelle de la fin de 2 des hommes les plus craints d'Irak. À Bagdad et dans d'autres villes, les Irakiens se rassemblent devant les écrans de télévision. Ils regardent en silence. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils osent imaginer que le cauchemar pourrait vraiment prendre fin. La mort d'Uday Hussein marque la fin d'un long chapitre de brutalité. Mais elle n'efface ni la peur qu'il a semée, ni les vies qu'il a détruites. Son héritage, contrairement à sa fortune et à son pouvoir, ne pouvait pas être enterré. Pour les victimes et leurs familles, la justice était enfin arrivée, mais elle venait après des années de silence, de douleur et de cicatrices qui ne se refermeraient jamais.